invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz est avec nous ce soir, le directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Yvan. Bonsoir à Éric Venet qui nous accompagne également ce soir. Éric, vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Jean-François Robin avec nous en plateau également. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis, séquence Banque Centrale, à nouveau avec la Fed en ligne de mire demain soir. La semaine dernière, c'est la Banque de Suède, la Riksbank, qui a surpris avec une hausse de taux plus rapide que prévu. Ce matin, c'est la Banque d'Australie qui surprend avec une hausse de taux plus importante que prévu dans un contexte électoral, il faut le signaler. Est-ce que la Fed a des bonnes raisons de surprendre également demain soir avec une décision, une communication peut-être plus agressive encore que ce qu'on imagine, sachant que les attentes sont déjà conséquentes ? Déjà, il faut voir d'où on vient. C'est-à-dire qu'il y a même pas un an, la Fed nous assurait mordicus qu'il n'y aurait pas de hausse des taux en 2022. Donc là, on est passé à un moment où finalement le marché, la Fed nous dit on va être à 2,40, 2,50% au moins à la fin de l'année. Donc on a, tous les mois, on va avoir des hausses des taux. Donc là, le principal, je pense qu'il n'y a pas vraiment de suspense sur l'intérêt de demain. C'est pas seulement savoir si on fait 25, 50, 75. Je pense que c'est un done deal que c'est 50. S'ils font 75 BP, alors qu'on a eu un chiffre de trimestriel de croissance en négatif, donc s'ils font 75 BP avec ces chiffres de croissance, tout le monde va se dire, c'est la stagflation. Là, ils sont en train de resserrer trop fort les boulons alors que ça ralentit. S'ils font 25, tout le monde va se dire ils font 25, la croissance est en baisse, c'est vraiment que ça craint. Donc ils vont faire 50, ça va à peu près pour tout le monde s'y attend. Ils vont pas remettre de la volatilité dans de la volatilité qui est déjà revenue, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Ce sera 50 points de base. L'intérêt, c'est de voir est-ce qu'ils vont donner des petites pistes sur la suite, sur le point d'arrivée, le taux neutre, etc. Est-ce que le 2,40, 2,50 est un objectif ou c'est vraiment qu'une étape? Est-ce qu'il faut qu'il passe en restrictif? C'est ça qu'il faudra un petit peu avoir dans la couleur du communiqué et du discours et des questions-réponses. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Mais sinon, aucun suspense, ce sera 50 points de base demain. Et c'est le moment, ce serait un bon moment pour la Fed d'être peut-être un peu plus précise sur ses intentions finales ? Je pense qu'elle navigue à vue, de toute façon, dans des temps troublés comme ça, dans une tempête, là, on navigue à vue. Il ne faut pas faire des plans sur la comète. On va voir. On a vu des chiffres très, très contrastés encore aujourd'hui. On a des chiffres qui ne sont pas si mauvais. On a les chiffres de l'emploi vendredi. Mais là, on a quand même une croissance du premier trimestre qui est négative. On a des ventes au détail qui sont négatifs. On a ce qui est intéressant, nous, on a regardé ça très précisément, les conditions monétaires, quand on prend un petit peu toutes les conditions financières aujourd'hui, les taux se resserrent, les taux montent, le crédit se resserre, les actions baissent, l'immobilier se fragilise. Quand on avait l'ensemble de ces conditions-là qui se resserraient autant, la Fed, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle baissait ses taux. Donc là, on est dans un moment quand même très particulier où la Fed doit à la fois combattre de l'inflation à 8,5, peut-être 9 le mois prochain, et en même temps une croissance qui commence à être pénalisée. Donc il y a vraiment naviguer entre le marteau, l'enclume, la belle-mère et les orties, tout ce que vous voulez. Mais il faut vraiment, c'est très compliqué pour la Banque centrale aujourd'hui de naviguer entre ces deux écueils. Mais vous avez une lecture aussi négative que ça du PIB trimestriel aux États-Unis? Parce que nous, on a fait un peu les malins en disant que finalement, oui, il y avait des facteurs lourds qui expliquaient la baisse du PIB, mais que sur la consommation, alors j'ai plus en tête le dernier chiffre de vente au détail, mais les dépenses de consommation, même réelles, sont encore positives. On voit semaine après semaine. La consommation se tient pas mal. Il y a du de-saving, mais il y a quand même aussi du crédit à la consommation qui repart. Sur le marché du travail, là, on a eu les ouvertures de postes. Il y a un chômeur pour 2 postes vacants désormais dans l'économie américaine. Il y a pas mal d'indicateurs qui sont un petit peu embêtants. C'est-à-dire que oui, la consommation s'est bien tenue au premier trimestre. Simplement, c'est que là, sur le début de l'année, les salaires, le pouvoir d'achat a baissé de 3% quand même aux US. Donc je rappelle à tous nos auditeurs que la France, l'année dernière, c'est plus 1,9. Tout le monde a l'impression qu'on a perdu le pouvoir d'achat. Là, eux, ils ont vraiment perdu du pouvoir d'achat. Mais comme les salaires montent, on nous parle de cette illusion nominale. C'est une illusion nominale, justement. Ils ont perdu en réel. Et deuxièmement, par rapport à... Donc, si je compare avec ma petite France, là, un plus 1,9, moins 3%. En France, on a 170 milliards d'épargne excédentaire toujours pas consommée. Eux, ils ont déjà tout consommé. Donc, on a quand même des moteurs de la conso, alors que les taux d'intérêt se resserrent, qu'on est au plein emploi et sans doute que les prochains chiffres, ils vont peut-être toujours être assez bons. Mais quand même, probablement qu'en 2022, on va voir le taux de chômage remonter un petit peu. Voilà, on est dans une dynamique qui n'est pas simple. La consommation des ménages est en très forte baisse. C'est historique, la baisse de la confiance et des ménages. Donc, comme en plus la consommation se tient bien, mais que la confiance baisse, attention, il y a plein de petits indicateurs
indicateur. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner, mais c'est super compliqué pour la Fed. C'est vraiment le pire truc de la Fed aujourd'hui. Ça ralentit et l'inflation, on ne voit pas comment ça va ralentir vu l'ensemble des prix. Quand vous citiez juste en intro le PPI, 37%, c'est pareil, les prix des intrants aux US, c'est pareil. Bon. Quelles sont les cartes en main, les atouts maîtres de la Fed là, pour demain soir, Sébastien? Je pense qu'effectivement, je partage votre vue, Grégoire. Je trouve que Jean-François, il souligne les aspects négatifs de cette croissance. Il n'empêche qu'il faut partir de, encore une fois, comme le disait à juste titre Jean-François, d'où on vient. On vient d'une économie américaine qui était en surchauffe et qui reste en surchauffe. Et le chiffre qu'on a eu au premier trimestre, il est la conséquence de plusieurs facteurs. Le premier, ça a été l'Omicron, qui a effectivement freiné la consommation, même si pourtant elle est restée très forte. Elle était plus forte qu'au quatrième trimestre, où elle était déjà très forte, elle était porteuse. L'investissement tient extrêmement bien. Il y a presque tous les éléments de l'investissement qui sont en territoire positif, voire très positif, notamment continuer à investir en technologie, logiciels, etc. Et c'est vrai, au niveau du commerce extérieur, il s'est trouvé que pas d'export, c'est zéro. La contribution des exports, c'est zéro dans ce premier trimestre. Et les importations ont explosé. Il y a des facteurs toujours, puis on va voir si c'est révisé, parce que c'est plus tard. Mais sans aller dans le détail des chiffres, on sait un taux de chômage qui va apparaître sûrement le mois de mai, il va être à 3,5%. On est au plein emploi. Alors, moi, je veux bien que l'économie américaine s'effondre demain, mais ça serait extraordinaire. Ça n'arrive, je pense que ça n'arrivera pas. Les récessions commencent, pour être un peu, les récessions commencent toujours partant d'une économie en plein emploi. Non. Les récessions, d'ailleurs, il y a la mesure de la courbe de taux. Tout le monde l'a suivie, elle a été négative il y a quelques semaines, et on se dit, il y a la récession qui arrive, et en général, cette courbe de taux nous dit, dans un an, dans 2 ans, il y aura peut-être une récession, et ça a été un indicateur extrêmement judicieux à suivre et très pertinent. Plus pertinent pour le court terme, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage, quand il commence à détériorer, on avait parlé l'autre fois, je pense, il y a une économiste qui avait développé un indicateur très trivial. Claudia Sam, tu l'as cité, ancienne membre du staff économique de la Fed. Et qui avait développé un truc très simple. Voilà, on constate qu'à chaque fois que le taux de chômage de son point bas s'écarte de 1,5 point, attention, il peut y avoir une récession de la probabilité. On est très loin et je pense que la dynamique de croissance n'est pas là. Donc, je pars du point essentiel, la Fed est partie très tard dans son processus de resserrement monétaire. Très tard. Et donc, évidemment, ils sont assis Et 75 points de base, ça ne vous choquerait pas si vous étiez membre de la Fed? Le problème de la politique monétaire, c'est que ça reste de l'art. C'est-à-dire que là, je suis d'accord avec Jean-François, il ne faut pas faire paniquer personne. Surtout que le paradigme de banquier central des 20 dernières années, c'est plus celui de 20 dernières années précédentes, ou ça va peut-être le redevenir à nouveau, où avant, chaque fois il y avait quelqu'un qui était content, c'était horrible. Depuis, il fallait que tout le monde soit content. Si quelqu'un était mécontent, il fallait baisser les taux. Aujourd'hui, ça a changé. On voit bien, on a des niveaux d'inflation extrêmement élevés, et ramener cette inflation plus basse, à des niveaux plus bas, ça ne va pas être simple. On le sait que ça ne va pas être simple. Nous, de fait, s'il y a une bonne nouvelle, elle n'est pas aux États-Unis, elle est en Europe, peut-être qu'on est sorti de notre phase déflationniste qui a duré plus de 10 ans, qui a tué beaucoup de boîtes, a tué beaucoup d'emplois, et peut-être qu'on est ressorti. Nous, notre prévision pour 2024 pour l'inflation, c'est 2%. En zone euro ? En zone euro. Peut-être on se trompe. Alors, évidemment, s'il y a une récession globale, aujourd'hui. Voilà, si on a une récession mondiale, si la Chine reste confinée pour toujours, si la Russie, évidemment, nous organise une guerre mondiale, évidemment, tout ça sera faux. Mais je crois que la Fed, malheureusement, est cantonnée à resserrer. Mais comme le dit Jean-François, faire peur aux acteurs économiques dans un moment de resserrement où on dit, attention, on s'est planté, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut être très prudent. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. C'est 50 points de base pour cette fois-ci. Mais surtout, nous, on voit 50 points de base sur les 2 prochains. Oui, c'est ça. Ça quasi écrit, quoi. Moi, je pense toute chose égale par ailleurs. C'est assez écrit. Bon, l'histoire nous dira si c'est trop. Ça ne peut pas être écrit, parce que, en fait, là, je vais faire la devant le micro, Eric. Je vais faire la synthèse des deux. La Fed ne peut pas être aussi précise qu'on voudrait bien, pour une raison simple. On a une même conjoncture, on a 2 économistes qui maîtrisent le sujet,
Et c'est comme Et ça discute. et ça discute. Donc on peut pas être pour une raison simple, c'est que on voit bien qu'il y a eu un mouvement de surchauffe puisqu'on est vraiment passé d'une déflation en Europe, mais bon, ou d'une croissance zéro à une forte demande. À la fois parce qu'on a mis ce qu'il faut en politique monétaire, budgétaire et par un appétit de consommation après le Covid. Et c'est tout ça qui est mélangé. Donc il faut refroidir un peu les choses. Mais comme ça s'est fait violemment, il aurait fallu que violemment on suive effectivement en politique monétaire. Mais on ne peut juste pas le faire. Donc la Fed, son but, c'est de retrouver une semblante normalité dans un monde qui va devenir normal à un niveau très supérieur de là où il était. En fait, et c'est pour ça qu'on passe de taux à 1, à 3, voire 4, 5 en quelques semaines, ce qu'on n'a jamais vu, parce qu'on n'a jamais vu non plus un retournement de conjoncture aussi drastique. Une croissance nominale à 2 chiffres, quoi. Oui, non, Oui, mais... parce que c'était évidemment d'un monde... Combien de fois on a dit, mais ça y est, on est en déflation, enfin, on a des heures et des heures de discussion d'un monde maintenant qui ne sera plus jamais, alors là c'est clair à mon avis, de déflation, mais entre-temps il faut trouver un nouvel équilibre. Et donc la Fed ne peut que accompagner ce mouvement aussi rapidement qu'elle peut. Elle joue sur le fait que la consommation américaine tienne. Tant qu'elle tient, elle a intérêt à faire monter les taux. Et donc, du point de vue de l'investisseur, moi, ce que j'entends beaucoup, encore une fois, quand on réfléchit et qu'il faut prendre des décisions d'investissement à la fin de la journée, c'est que on espère retrouver le plus rapidement possible un peu de visibilité sur le point d'arrivée, sur la courbe des taux américaines, savoir où on se stabilise. Voilà, chaque fois, on franchit des étapes, les unes après les autres. On voit que 3% ne sera peut-être qu'une étape vers 3,20, 3,25, 3,50. J'en sais rien, mais voilà, on a été pris à revers à chaque fois sur ces anticipations, sur les prédictions qu'on pouvait faire. Et donc, on n'est pas encore dans ce moment où on retrouve de la visibilité. Je pense qu'on y sera lorsque un investisseur comme moi pourra dire je vais pouvoir mettre enfin sur le marché obligataire. Bah oui. Jusque maintenant, ça fait des années que je sais ou action ou cash, parce que je sais que je vais perdre sur les obliges. Donc, pas encore, mais effectivement, on parlait tout à l'heure de taux de rémunérateurs aux États-Unis sur la yield à 6. Alors, on en parlait avant l'émission. Donc voilà, sur du high yield américain, oui, d'accord. Oui, à 6, ça devient... Parce que j'ai un problème, moi, aujourd'hui, c'est ou action ou zéro. Donc, j'ai réduit, effectivement, ma partie action, mais le reste, c'est du cash. Donc, je reviendrai sur les obligations. Vous savez, le fameux équilibre 60-40, 60% obligatoire. Et donc, là, on aura un taux neutre. Enfin, pour moi, devenu neutre sur les taux obligataires. Le problème de ça, c'est que le taux neutre, c'était historiquement, là, les calculs, on disait, c'est 2,40, 2,50. La Fed nous a même dit ça à la dernière réunion, 2,40, 2,50. Donc, tout le monde s'est dit, bon, à minima, ils vont aller assez vite sur le taux neutre. Là, on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'ils reviennent, qu'ils normalisent la politique monétaire, qu'ils calment un petit peu le jeu de l'économie qui surchauffe un petit peu. La question, c'est de savoir combien de temps, etc., si c'est un point de retournement, mais on est d'accord qu'il faut qu'ils fassent ça. Et donc, le 2,40, 2,50 ne suffit pas. Ça, c'est mettre le taux neutre. Donc, s'ils veulent calmer l'économie, c'est Rogoff cet après-midi, prix Nobel d'économie, qui nous dit qu'il faut être à 4, il faut être à 5%. Donc, il faut si on veut ramener l'inflation à 2%, voilà, si le but, c'est ça. Si c'est le but, c'est ça, il faut sans doute aller plus vite. Mais le problème de ça, c'est que notre calcul du 2,40, 2,50, c'est de se dire que le taux d'équilibre, comme la BCE, ils avaient le même objectif de PCI, enfin, ils n'avaient pas exactement le même thermomètre, mais c'est le même niveau qu'ils cherchaient, c'est 2% d'inflation à moyen terme. Aujourd'hui, c'est quand même hyper dur, compliqué de dire que l'inflation va s'équilibrer à 2%. Est-ce que c'est la transition énergétique? Est-ce que c'est les problèmes de l'alimentation, de la guerre en Ukraine, etc. Ça va être pas simple de savoir où va quand même arriver l'inflation, la boucle prix-salaire, etc. Ça a énormément brouillé les pistes quand même. Donc c'est très très compliqué pour la Banque centrale de dire donc c'est pour ça que moi je pense quand même qu'ils vont assez vite vers les 2, 2,5. Mais après, je pense qu'ils vont peut-être avoir un wait and see. On verra où on en est à ce moment-là. Mais je pense que personne, et demain, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mal à nous dire bon les gars, les fameux dots, on sait maintenant que ça ne veut plus rien dire parce que les dots, si on les suit l'année dernière, on aurait tous, tout le monde aurait perdu de l'argent chez les investisseurs parce que c'est complètement faux. Donc je ne pense pas qu'ils vont nous dire 2023, je serai là. Ça ne servira à rien. Il y a une nouveauté quand même attendue demain, c'est la question de la réduction du bilan, donc qui semble là aussi être très très probable, annoncée sans doute demain soir. Le rythme évoqué, et les chiffres ont été repris par de nombreux membres de la Fed, c'est 95 milliards de non-réinvestissement chaque mois venant d'un bilan de 9 000 milliards. Ça change quelque chose dans la dynamique de marché, sur la partie marché, le fait qu'on... Alors c'est attendu, c'est anticipé, on en a discuté, etc. Mais le fait que ça
se matérialise probablement demain, enfin en tout cas dans les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce que ça change quelque chose à la logique de marché? Parmi les choses que nous a dit Powell, il y a une chose sur laquelle tout le monde va être d'accord, c'est qu'on n'en sait rien, Grégoire. Et il l'a dit, en fait, on n'en sait rien ce que ça fait quand on enlève de la liquidité dans le système et on se met à réduire le bilan. La dernière fois, il se trouve que le bilan, en étant réduit, a fait baisser les taux. Alors la conjoncture était différente, etc. Donc, est-ce que, a priori, ça fait monter les taux? Le problème, c'est comme on a plus... Les taux longs, notamment. Les taux longs, oui. Oui. Quand la statistique qu'on a, comme on a 2 points, grosso modo, de période, on sait que quand on en met beaucoup, ça fait baisser les taux. Ça, on sait. L'autre côté, on sait moins parce que beaucoup moins de points. Ça n'a pas duré longtemps, la réduction du bilan. En plus, ils sont aperçus que, compte tenu de l'évolution de l'économie, compte tenu de cette politique de réserve importantes dans le système bancaire, il fallait les maintenir à un niveau élevé. Ils avaient fait des enquêtes auprès des banques et les banques ont dit oui, il nous faut ça. Et en fait, c'était pas ça, c'était plus. Et donc, il y a eu, rappelez-vous, en 2018, un petit accident et on l'a corrigé en 2019 sur le marché monétaire. Donc, c'est très compliqué de savoir. A priori, nous, on pense que là, maintenant, ça va contribuer à resserrer les conditions monétaires. Si ce n'est pas parce que les taux vont beaucoup plus monter, je pense que l'inflation va continuer à jouer un rôle très important, mais c'est vrai que ce manque de liquidité va jouer. Mais ça va jouer sur le fait que sur beaucoup de marchés, on parlait du high yield, peut-être les taux, les spreads vont finalement beaucoup gonfler. C'est-à-dire on va essayer d'arriver à des niveaux de valorisation de nos actifs qui, tout le monde va dire, tiens, en fait, c'est attrayant. Aujourd'hui, déjà, si on regarde sur 5 ans, les gens qui regardent à très, très court terme, ça va, c'est pas cher. Tout n'est pas cher. Il y a des marchés émergents qui sont pas chers, même des pays développés qui sont pas chers quand on compare sur la moyenne des 5 ans. Quand on regarde de façon historique, non, on reste à des niveaux très élevés de valorisation parce que les taux restent relativement faibles. Donc, ça, ce moins de liquidité dans le système financier va sûrement mettre du stress sur les actifs. Le truc, c'est comment arbitrer entre les actifs. Aujourd'hui, nous, les premiers, on continue à aller sur les actions, certes de façon beaucoup plus défensive, mais parce qu'on n'a pas trop d'alternatives. Donc on est convaincu, alors je ne sais pas si Rogoff a raison, parce que personne ne sait si le taux neutre est à 4%. Si on fait l'hypothèse que l'inflation va être à 3%, évidemment, 1% de taux réel, déjà c'est beaucoup. L'hypothèse c'était moins 0,5 avant, donc plus 1, c'est beaucoup plus en termes de taux réel. Donc, le problème, c'est où investir. Donc, aujourd'hui, on voit que c'est plutôt dans les actions, parce que nous, on pense que les taux peuvent monter plus haut. On est devenu plus prudent. On était beaucoup plus agressif sur les taux. On pensait que ça allait plus haut. Donc, on n'avait pas beaucoup de taux. Donc, ça nous a aidé depuis le début d'année. Et sur les actions, on a changé. On s'est adapté comme tout le monde. Des trucs plus défensifs. Pour ceux qui peuvent, ils pouvaient aller sur l'énergie ou des choses qui... On adapte sa poche action. Mais vous dites, c'est pas encore le moment où vous avez envie de revenir massivement sur de l'obligataire sans risque. Même aujourd'hui, on est négatif sur le high yield. Nous, aujourd'hui, on est négatif sur le high yield parce que on le voit du point de vue... Alors, c'est beaucoup plus cyclique. C'est un segment de marché plus cyclique. Et donc, forcément, ça pèse. Et donc, les spreads devraient se tendre. Mais je comprends, voilà. C'est-à-dire que les tendances lourdes qu'on observe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est pas terminé. C'est la pente ascendante des taux, la force du dollar, etc. Ça, c'est la difficulté. C'est ce qu'on dit. Ce qui était dit, c'est... il y a des tendances lourdes, des tendances où va le monde plus fragmenté, comme le dit le FMI, donc plus de déglobalisation. Il y a plein de tendances lourdes qui apparaissent. Maintenant, à court terme, on l'a dit, il y a une guerre, on ne sait pas, même si on se dit qu'il n'y a pas de guerre mondiale, il y a quand même une guerre, il y a des tensions un peu partout sur plein de sujets, et surtout, le monde de demain est un monde où beaucoup de gens ne sont pas habitués. Tout le monde était d'accord avec la Fed qu'il ne fallait rien faire, que l'inflation jamais allait se réveiller, que le monde allait gentiment, calmement revenir à un endroit super sympa. Et c'est pas vrai, et donc revenir à un nouveau monde, ou inventer un nouveau monde, ça ne va pas être trivial. Donc on s'est habitué pendant 10 ans, c'est que la politique monétaire était faite pour une chose, mettre de la liquidité, ça repart, et après on verra. Ça ne marche plus. Et gérer la demande. Voilà. Or, on a un problème d'offre.
Ouais. On a un problème En partie, d'offre oui. et aussi conjoncturel et structurel, puisqu'effectivement, vous l'avez très, très bien dit, il y a une relocalisation en zone géographique et il faut revoir tout son circuit de production. Et ce qui fait un peu plus mal à l'Europe, c'est justement ça, c'est qu'on est un peu plus dépendant de la guerre en Ukraine et en Russie parce qu'on a toujours un poste quelque part dans ces secteurs et il va falloir réadapter notre politique structurelle. Donc, à la limite, ça ne sert à rien de s'exciter sur la politique monétaire. Enfin, bon, on le fait pour normaliser, mais le problème, il est là. On n'a pas d'outils pour la politique d'offre. Sauf, la politique budgétaire. Mais en fait, on va arriver maintenant à un système où c'est l'État qui va gérer l'offre. Le vide laissé par les banques centrales dans le policy mix, on se demande effectivement comment il va être comblé par des policy makers, des politiques publiques ou des politiques budgétaires et des États et des gouvernements qui sont industriels, la politique sous contrainte, quoi. C'est quand même tout l'objet. Hein. Je pense que c'est le nœud du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez monter les taux tout ce que vous voulez. L'inflation en Europe, c'est 60%, c'est de l'énergie. C'est moins que ça aux États-Unis, mais c'est quand même beaucoup de l'énergie quand même. Il y a un peu de salaire, mais encore une fois, moins élevé que l'inflation. Donc aujourd'hui, vous pouvez monter les taux tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas faire qu'il y a des éoliennes qui poussent toutes comme ça, que les fissures dans les centrales sont réglées et que la guerre en Ukraine se termine. Donc face à un choc d'offres, les banques centrales ne peuvent rien faire. Donc quand vous avez une banque centrale américaine qui resserre les conditions monétaires comme jamais depuis 1939, 125 BP en deux mois, on n'a pas vu ça depuis 1939. Donc c'est quand même des trucs hyper violents. De resserrer les taux dans un moment comme ça, en fait, c'est tout le changement de paradigme. L'a fait même Brennard, la vice-présidente qui est très dovish, nous dit finalement ma meilleure façon de lutter pour le pouvoir d'achat des ménages, c'est de tuer l'inflation. Mais jusqu'à il y a encore 3 mois, la même personne nous disait, en fait, si on resserre les taux, on va ralentir l'économie. Et qui seront les premières victimes de ça ? Les personnes les plus fragiles. Ouais. Et donc, c'est quand même ça qui va arriver, quoi. À un moment ou à un autre, les resserrements du condition monétaire aux États-Unis, c'est là où moi je pense qu'on va quand même vers un ralentissement américain. La Chine est en train de diviser par 2 sa croissance. On a divisé par 2 nos prévisions sur l'Allemagne. Et ça va se voir à un moment. La demande extérieure, le monde, il y a 60% des pays à bas revenus qui sont menacés, nous a dit le FMI, de faire défaut sur leur dette. C'est pas un environnement global qui est sympathique. Donc bon, ça va ralentir quand même la croissance mondiale. Et d'ailleurs, on la baisse d'1 point cette année à la Banque mondiale, au FMI, chez nous, tout le monde baisse d'1 point la croissance mondiale. Donc ça ralentit. Donc monter les taux dans ce contexte-là, ça va pas être simple à gérer. Il va falloir s'arrêter. Ça va créer des frictions. À propos de problème d'offre, le scénario blackout pour l'Europe, il faut qu'on en reparle forcément parce que les discussions politiques sont intenses. Blackout, je définis comme rupture non souhaitée, brutale, mal préparée des approvisionnements en gaz de la Russie vers l'Europe, bien sûr. Et je parle spécifiquement du gaz, mais on peut intégrer pétrole et charbon. Quand on essaye de factoriser la dimension politique du sujet, c'est une hypothèse qui devient de plus en plus probable. Ça implique quoi Je crois que ça devient le scénario central, qu'on s'est passé du charbon, que là, cette semaine, on va dire qu'on se passe du pétrole et que d'ici la fin de l'année, il va falloir avoir réduit de 2 tiers le gaz. Donc ça, c'est plus un scénario à étudier, c'est un scénario, je pense, central. Donc c'est bien pour ça que ce que je disais, nous, et là, on peut avoir encore 3% de croissance en Europe avec cette idée-là. C'est tout l'objet, c'est que je pense qu'on va avoir du mal à atteindre ça. Maintenant, typiquement sur les pays comme l'Allemagne, l'Italie, on va avoir beaucoup de mal à avoir de la croissance. Comme l'Allemagne, on était plutôt autour de 4% de croissance, on est à 1,8. Si on coupe le gaz violemment, parce qu'il y a cette hypothèse-là, c'est là où ça devient une hypothèse. C'est si demain, après l'échéance de mai, Poutine dit, comme pour la Bulgarie, comme pour la Pologne, je coupe le gaz demain. Et là, ça c'est un énorme problème. L'Italie vient de nous le dire cet après-midi. En mai, c'est pas possible. C'est pas possible en mai. C'est sans doute possible en décembre, parce que c'est pareil. Tout le monde cite des chiffres qui sont plus les bons. L'Allemagne, on disait, ils sont à 55% dépendants du gaz russe. Non, ils sont à 30, maintenant 33, exactement. Le pétrole, ils étaient à 35%. Ils sont passés à 15. Et le charbon, c'était 50% de leur charbon qui venait de Russie. Ils sont à 8%. Donc les Allemands, ils peuvent se passer du charbon. Ils peuvent se passer du pétrole. C'est le printemps aussi. Ouais, mais ils sont quand même maintenant plus dépendants qu'un tout petit tiers de leur consommation de gaz. Donc ça va quand même assez vite, tout ça. Avec des coûts, parce qu'en fait, on n'a pas un problème de quantité, on a un problème de coût. Aujourd'hui, on n'a pas un problème d'énergie. Regardez, et qui va décider de ce qui se passe en mai sur les prochaines échéances ?
Ah bah Vladimir. Non mais c'est lui qui peut couper en mai le robinet de Gazprom. On voit bien qu'il y a un non, gap, pardon, il y a un vous gap parliez aussi entre Quand on était les sur instances l'énergie. européennes, Bruxelles, le discours, la posture politique portée par Ursula von der Leyen, et ce qui remonte du terrain, que ce soit État par État, voire du côté des acheteurs de gaz russes, les énergéticiens, qui regardent évidemment le framework des sanctions, qui disent moi je vois un chemin, mais il me faut un feu vert. Là, ils ont quand même clarifié les choses à la Commission européenne. Il n'y a pas le droit d'ouvrir 2 comptes. Enfin, c'est ça que vous faisiez évoquer. Moi, Oui, on se perd un peu dans ces trucs-là. Oui, mais c'est un peu technique. On dit, tiens, de toute façon, il pas paie tant que déjà ça, en euros. Là, ce que demande Poutine, c'est vous ouvrez un compte en rouble à côté de votre compte en dollars ou en euros. D'accord. Et vous transférez le truc. Donc, vous faites un espèce de swap interne de change. Mais du coup, à la fin, vous faites payer comme en rouble. Là, la Commission européenne a dit, non, ça, on n'est pas d'accord. Donc, vous arrêtez de le faire. Donc, tous les pays qui avaient commencé à le dire, on fait marche arrière. On disait, on ne savait pas. Maintenant que c'est clarifié. Donc, moi, je pense quand même qu'à un moment ou à un autre, ça se tend. Parce que si on refuse de payer en rouble, le robinet peut se couper assez vite. Et il n'y a pas d'entre-deux. Moi, j'ai peur qu'on aille là-dedans. Parce qu'à partir du moment où si Poutine sait qu'à la fin, c'est là que ça va se passer, autant qu'il fasse semblant de contrôler un truc qui lui échappe. Donc, je pense stratégiquement, il va peut-être le faire quand même. Dans le marché, c'est une idée qu'il faut réévaluer. Le marché européen, il y a beaucoup de pessimisme déjà, peut-être dans ce marché européen. Il y a peut-être déjà beaucoup de cycliques, de secteurs cycliques qui ont intégré. Il y a beaucoup de pessimisme, oui, il y a beaucoup de problématiques à gérer. Bon, c'est légitime, plus, mais on peut pas l'intégrer. Comment on peut pas se dire ou alors on se dit je sors du marché puis j'attends qu'il y ait un gros problème, mais ça peut pas être notre façon de faire. Donc mais je pense que il n'y a pas d'intérêt que ce soit une rupture brutale. Enfin, on a fait semblant l'Allemagne a dit je peux pas, puis en sous-main ça s'est mis d'un seul coup, on s'est dit tiens, c'est 55 et maintenant c'est 35. Oui, on va arrêter le gaz russe, ça me paraît clair. Après, on reviendra à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va gérer une pénurie. Et donc, c'est le retour de l'État, dans la politique budgétaire. Et la politique monétaire devra assumer le fait de payer, de renflouer le budgétaire. Et puis, on fait un tête à queue, là, et puis voilà. Ouais, donc on va remonter, on remontera dans le temps à un moment de ce point de vue-là. On remonte années 70, où pour ceux qui se souviennent, c'est-à-dire que pas moi, mais on avait limité la vitesse sur l'autoroute, on a commencé à prendre les vélos, à faire du covoiturage et à baisser le chauffage. Je pense que cet hiver, il faut se préparer à ce que le chauffage, on le baisse. Dans le plan de la Commission européenne qui va être officialisé, il y a 1,5 degré de moins pour le chauffage cet hiver. Donc, il faut se préparer. Les bons investissements pour ceux qui nous écoutent, c'est acheter des pulls chez Saint-James, des chaussettes chaudes. Non, mais rénovation thermique, rénovation des bâtiments. Enfin, déjà là, il y a des gains de sobriété énormes, ce que nous disent en tout cas tous les spécialistes. Mais ça ne peut pas se faire sans l'aide de l'État. C'est trop long. Il y a des budgets qui sont disponibles visiblement et qui ne sont pas. C'est la politique budgétaire qui va reprendre le relais. Mais ce matin, dans les chiffres français, petit chiffre. Ce matin, dans les chiffres français d'RTE, en France, c'est pareil en Allemagne, l'éolien fait plus d'énergie, de production d'électricité que le gaz. Oui. Donc on est quand même en train d'avancer, même en France où on est soi-disant pas d'éolien. J'ai vu au passage, en Californie, ils sont arrivés quasiment à 100%. À un moment, ça a duré quelques ans. Ils sont quasiment arrivés à 100% d'électricité produite issue du renouvelable. Il y a plusieurs pays qui ont réussi ça. Mais bon, le problème, c'est que c'est une énergie, comme on dit dans le jargon, pas pilotable. Donc c'est le problème. C'est pour ça qu'on a besoin de gaz, on a besoin de nucléaire, etc. Mais évidemment, le problème de couper le gaz, c'est la restriction, c'est la pénurie. Évidemment, c'est un danger et ça sera un danger pour la croissance, et les banques centrales vont réagir parce qu'effectivement, elles ne peuvent pas gérer un choc d'offres. Le problème, c'est que le choc de demande qu'on a eu a créé une dynamique de prix qui peut s'installer, et c'est ça qu'on se bat. On ne peut pas se battre. Moi, je pensais qu'ils allaient dire quelque chose sur le choc d'offres. Ils ne veulent pas traiter le problème de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus, aujourd'hui, ils manquent son trop. Et d'une façon, même en France, même en Europe, on voit que ça se transforme, ça se diffuse sur les autres prix. Et c'est ça le sujet. Quand il y a de l'inflation, tous les prix se parlent et ça se diffuse. Il n'y a pas que les spirales prix-salaire. On va comprendre une autre logique de l'inflation. Mais ça, c'est un truc très, très important. Et c'est vrai, pénurie, c'est récession en Europe peut-être, parce que, sauf si on arrive à la régler. Et à long terme, on voit bien le sujet pour l'Europe, pour le monde,
monde, c'est la transition énergétique. Et tout le monde n'est pas en retard. On est tellement en retard que c'est accablant. C'est-à-dire qu'on sait que le GIEC continue à nous publier des trucs où il nous dit on va dans le mur et à chaque fois, il reste plus de 3 ans, 5 ans, etc. C'est le dernier rapport début avril. Voilà, Oui. on est mal. On est mal et on ne fait pas grand-chose. Donc, des pulls vont servir, comme dit Jean-François, mais ça ne sera pas suffisant. Et donc, il fera beaucoup plus que ça. Maintenant, sur la trajectoire qu'on suit, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger et qui rendent tout tellement difficile. On dit la guerre, l'impact qu'un embargo pourrait avoir. Poutine ne peut pas se priver d'argent. Il est en train de sortir de l'histoire son pays. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais il est en train de le sortir de l'histoire. Même s'il vend un peu de pétrole ici et là, il est en train de sortir. Au Mali, peut-être, parce que la junte semble... La limite, c'est la production. Il faut continuer de produire, parce qu'au moment où on arrête la production, après, c'est très compliqué de la relancer. Il n'a rien développé, à part des hackers, il n'a rien développé pour leur économie. Sa vie des matières premières. Il ne peut pas les exporter. Cette économie va avoir beaucoup de mal. Et à l'intérieur, ça m'étonnerait que les oligarques vont être gentils. Maintenant, il y a plusieurs sujets. Le taux de change, vous en parliez, Grégoire, c'est un autre sujet. On voit bien qu'on n'est pas loin à nouveau de la guerre des monnaies. Quand on voit le yen qui est au plus bas de 20 ans, nos premiers concurrents pour l'industrie européenne, notamment allemande. Donc, vrai sujet. Pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Comment on va gérer ça? Cette différence de politique monétaire, la Chine, avec le yuan aussi, qui est parti qui a baissé de 3-4%. Voilà, et qui continue. Donc, il y a plein de sujets qui rendent le moment extrêmement compliqué pour nous tous. Le Covid, c'était de la rigolade à côté. D'ailleurs, Grégoire m'a dit un jour... C'était juste plus ça. C'est pas la rigolade, c'était juste plus ça à régler. Non mais Grégoire, ça, je dois le citer parce qu'il m'a dit, quand est arrivée la guerre, il m'a dit... On va commencer à regretter le Covid. Je trouvais que c'était génial. Il a eu raison. À part les confinements qui étaient une contrainte quand même très très forte, finalement, c'était pas si mal. C'est vrai. Gardez la parole. Comment la Chine sort du problème Covid, justement? Parce que c'est un problème chinois, et quand c'est un problème chinois, c'est un problème mondial. Alors, le Covid chez nous, on a appris à vivre avec, etc. C'est plus la contrainte qu'on a connue. Mais en Chine, ils n'en sortent pas 2 ans après. Le zéro Covid est un échec total, et je n'arrive pas à comprendre quelle est l'alternative ou quelle est l'issue positive de cette série de confinements, reconfinements, etc. Les Chinois, moi je suis un peu optimiste sur la Chine, non pas à très très long terme, parce qu'il y a un problème démographique sérieux. La productivité en Chine ne croît pas comme elle eût cru dans le passé. Il n'empêche que je regarde l'aspect médical, c'est-à-dire que partout, même quand nous, on a confiné, même si on a arrêté l'économie, c'est ce que font les Chinois, ça n'a pas duré pendant toute la vie. C'est-à-dire que l'été 2020, on repartait. Nous, les premiers vaccins, on les a eus l'année d'après. Donc, ça ne s'est arrêté qu'à partir du moment où la population a été vaccinée. Ça s'est complètement arrêté. En tous les cas, ça s'est soulagé. On a eu plein de vagues, etc. Moi, je parle de conjoncture. Après, on verra s'ils se mettent à vacciner, etc. Moi, ce que je suis certain, presque, que dans 2 mois, on sort de cette étape de confinement et l'économie chinoise repart. Les Chinois, comme tout le monde, savent que sans vaccination, ça va être problématique de continuer leur trajectoire. Je pense qu'ils vont vacciner. Ils disent... Avec quel vaccin ? Ils disent qu'ils sont en train de développer leur propre vaccin ARN, et ils disent qu'ils sont en train d'étudier de pouvoir avoir, de négocier avec Pfizer ou Moderna pour avoir du vaccin ARN. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je ne sais rien, Grégoire. En revanche, je pense qu'à court terme, et c'est important pour la conjoncture, les Chinois vont repartir. D'autant plus que, il ne faut pas l'oublier, on a changé de paradigme. Xi a changé le paradigme. La société chinoise, c'est plus du capitalisme communiste, c'est du communisme capitaliste. Et donc, c'est compliqué. Et il va relancer. Il va être obligé, ces 5,5% de croissance, s'il les veut, il va falloir relancer à la sortie de ce confinement dans 1 mois et demi. Rien maintenant. Sur le plan politique, le zéro Covid de Xi Jinping, c'était la garantie que moi, le pouvoir en place, je vous protège, vous, mon peuple. Comment on en sort, Jean-François ? Déjà, on n'en sort pas bien, parce que finalement, ce seront les premiers à y être rentrés, les derniers à en sortir. Ouais. Donc déjà, c'est un échec chinois, alors que c'était vendu comme
la preuve que le communisme à la chinoise était nettement supérieur à l'occidental, etc. Dans ce combat de ce choc des civilisations, j'ose en reparler, qui est en train de se mettre en place, eh bien, c'était un des combats. Et si on pousse un petit peu la réflexion là-dessus, finalement, Xi Jinping, au moment où il doit se faire réélire, adouber comme le nouveau Mao, etc., c'est deux paris pour l'instant. C'est la stratégie zéro Covid et de soutenir la Russie. Pour l'instant, c'est pas deux paris hyper gagnants. Et donc, on sent quand même une espèce de tension interne qu'on n'a jamais vue. Moi, les équipes en Asie m'ont monté des trucs qu'on n'a jamais vus depuis 15 ans. Quand même, cette espèce de défiance vis-à-vis du pouvoir central. Le bruit social est important. On avait de la défiance vis-à-vis de Shenzhen, Shanghai, là, les nouveaux, les bobos chinois, etc. Je crée la caricature. Mais là, on voit vraiment qu'il y a un petit peu de la grogne. Je ferme la parenthèse, mais si on parle d'économie chinoise, nous, on vient de réviser à 4% la croissance chinoise. Donc, et en toute honnêteté, on n'y croit pas. Ce sera plus bas que ça, probablement. Je suis complètement d'accord du fait qu'il va y avoir une grosse relance, mais on peut avoir tout à fait un T2 négatif en Chine. Là, la consommation, évidemment, ce qu'on voit en Chine, c'est que la consommation s'écroule parce qu'ils ont fermé. On voit que leurs importations sont négatives. C'est un truc qu'on n'a pas vu. Je ne sais même pas si on l'avait déjà vu. C'est quelque chose quand même de très, très violent. Et donc, nous, en fait, on a fait des petits calculs de coin de table. Chaque mois de confinement de Shanghai supplémentaire, c'est un demi-point de croissance en moins. Donc, si on fait 2 mois de plus, on ne sera même pas à 3% de croissance cette année, quoi. Donc, même s'ils font de la relance, etc. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quelle relance vont-ils faire ? Ils vont faire de la relance infrastructure, donc ça va être compliqué encore de nouveau le problème du prix des matériaux énergétiques parce qu'ils vont faire de la 5G, ils vont faire des hôpitaux, ils vont faire des routes, etc. Donc on va revenir. Donc ça va être inflationniste. Ça va être inflationniste pour les matières premières, le ciment, l'aluminium, le cuivre, etc. C'est reparti. Mais le problème, c'est que derrière, je dirais la dynamique sous-jacente chinoise, elle n'y est pas. Et même la volonté de le financer de la part des autorités locales n'y est pas non plus. Donc ce plan d'infrastructure, nous on a fait là aussi les calculs, il faut qu'il fasse plus 20% de dépenses d'infrastructure. Il n'y a pas une collectivité locale qui veut le faire aujourd'hui parce que tout est fermé et que d'abord c'est le Covid, avant tout c'est le Covid, la préoccupation des gens aujourd'hui. Donc compliqué, c'est compliqué. Je pense que vous avez raison, si jamais dans 2 mois c'est fini, alors là ils peuvent avoir 5% de croissance, on va avoir un 3 et un 4e trimestre flamboyant, etc. À 2 chiffres. Mais si c'est pas le cas, ça va être hyper compliqué et pour l'économie, mais aussi peut-être pour Xi Jinping. C'est le scénario 2020. C'est ce qui est passé en 2020. Oui, voilà. Est-ce que c'est à la répète de ça avec un monde qui ralentit pour la Chine aujourd'hui ? Le seul moteur aujourd'hui de la Chine, c'est les exportations. Bon chance, quand vous savez l'Europe qui est en train de s'arrêter avec la guerre en Ukraine, les États-Unis qui sont en croissance négative, alors c'est peut-être qu'il y a un petit blip, mais ça va être compliqué pour la Chine. C'est compliqué. Et le monde émergent n'est pas en forme. Bon. Réflexion. Oui, moi je pense que c'est la politique zéro Covid qui ne peut pas fonctionner. Puis c'est au cœur de tout. C'est-à-dire, quel que soit le sujet qu'on prenne, on bute là-dessus. C'est comme le Brexit, ça ne peut pas fonctionner. C'est juste impossible. Parce que vous aurez toujours quelque part un foyer qui reviendra. Donc là, c'était important parce que c'est 40% du PIB chinois, mais ça peut revenir demain. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils seront obligés d'avoir une politique auto-centrée et de se refermer. Donc c'est la mort du système chinois. Il faut complètement tout remodifier. Je suis moins optimiste. Je pense qu'il est dans un corner, il va falloir changer. Alors sauf si effectivement les Américains leur vendent le vaccin, mais déjà ça prendra un certain temps quand même. C'est l'acceptabilité d'une. Oui, c'est ça, l'acceptabilité politique de toute façon, cet événement. Il faudra perdre la face. On verra déjà, prochaine étape, grande réconciliation avec les dragons, un grand symposium prévu là après les jours de vacances du mois de mai en ce moment en Chine. Après la grande répression, la grande réconciliation, il y aura toutes les grandes plateformes et les officiels chinois qui mettront en scène peut-être la fin de la grande réglementation des plateformes technologiques. Il ne faut pas rajouter un problème à un problème. Est-ce qu'il y a des gens qui seront effacés de la photo ? Je ne sais pas. Mais on verra, mais je pense que ce sera un signal intéressant à suivre. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Éric Venat, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance, Jean-François Robin, le directeur de la recherche de Natixis, et Sébastien Paris-Sorvitz, le directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management, étaient avec nous en plateau.